faire un point très précis à la session du mois d'octobre, hein, c'est-à-dire la session du DOB. Cela dit, on pourra vous communiquer, au moins sous forme de notes, l'évolution dans la journée du nombre des bénéficiaires du RSA. D'accord. Alors, nous passons à la commission numéro 2, et je donne la parole pour le premier rapport à M. Lèbre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je vais tout d'abord vous présenter le rapport, enfin, du moins un résumé substantiel du rapport, puis ensuite j'ajouterai quelques commentaires, si vous me permettez. Non, alors, attendez, Monsieur Lèbre, oui. que les choses soient claires, vous présentez le rapport, il y a, je crois, une présentation à l'écran, et ensuite je vous redonnerai la parole pour les commentaires. Mais je crois qu'il faut qu'on respecte la forme. Hein, voilà. Tout à fait, oui, tout à fait. Bien. Alors, allez. Bien, alors le projet qui vous est présenté aujourd'hui donc concerne, vous le savez, la réhabilitation de la Loblée en forme donc de pôle culturel départemental, puisque vous le savez également, la Loblée a vocation à devenir un lieu de diffusion culturelle, à la fois aussi un espace de conseil, d'animation, de coordination, un espace de présentation et de médiation. Le programme définitif de restructuration architecturale, patrimoniale, technique et scénographique porte donc sur la rénovation du bâtiment. Il est en cours de finalisation par le cabinet Temps Moderne, sous la conduite des cabinets Graal et de la société ICAD, en relation étroite, bien sûr, avec la DRAC, puisqu'il s'agit d'un bâtiment classé, d'un monument historique. Je laisserai d'ailleurs tout à l'heure à Didier Guiborel le soin d'entrer dans le détail avec des diapositives de l'ensemble de ce scénario. L'adaptation du programme fonctionnel aux locaux existants, et cela malgré les contraintes inhérentes à ce type de bâtiment, permet d'envisager tout de même l'aménagement d'espaces de qualité organisés autour de la circulation principale, ce que nous montrera M. Guy Borel. La surface globale du projet sera ainsi de l'ordre de 2750 m², et en intégrant les éléments complémentaires ci-dessus, donc, cette surface serait portée à environ 3050 m². La durée des études de maîtrise d'œuvre de ce projet peut être estimée à 12 mois, celle des travaux à 17 mois, ainsi la livraison des ouvrages pourrait être envisagée à l'automne 2013. En première approche, l'estimation du coût des travaux et les aménagements scénographiques serait de l'ordre de 6,8 millions d'euros, hors taxes, ce qui conduirait à un coût global d'opération de 10 millions d'euros, toutes taxes comprises, tel que prévu initialement devant notre Assemblée. Une autorisation de programme de 1 500 000 euros a été inscrite au budget, permettant de couvrir la majeure partie des dépenses relatives aux études jusqu'à la fin de l'année 2011. L'inscription d'un complément d'autorisation de programme sera donc soumise au vote, bien sûr, de l'Assemblée délibérante à l'issue des études d'avant-projet, dont les premiers éléments pourraient être remis au maître d'œuvre à la mi-2011. Par ailleurs, le projet est éligible à une subvention de la DRAC à hauteur environ 20% du montant des travaux de restauration concernant le bâti, c'est-à-dire façade, escalier, menuiserie. Et d'autre part, des négociations sont en cours en vue de s'assurer du soutien de Clermont-Ville, de Clermont Communauté et de la région Auvergne. Alors, concernant le choix du concepteur et de la maîtrise d'œuvre, il convient dès à présent de définir les modalités de sélection du futur maître d'œuvre de l'opération. Son équipe devrait être constituée d'un architecte mandataire ou groupement solidaire d'architectes possédant de solides références en restauration ou réhabilitation de monuments historiques inscrits, associés à un scénographe et des bureaux d'études structurés, fluides et acoustiques. À partir d'une liste qui sera dressée par le jury que vous aurez à désigner, donc, nous dresserons donc une liste de 3 candidats admis à participer à la phase de négociation sur la base des compétences, références et moyens des équipes proposées. Alors, concernant ce jury, justement, la composition du jury pour cette opération pourrait être la suivante. Des membres avec une voix délibérative, c'est-à-dire le président du conseil général ou son représentant, 5 conseillers généraux, désignés suivant les mêmes modalités que les membres de la commission d'appel d'offres et leurs suppléants,
2 personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine concerné, qui pourraient être le directeur général des services et du département et le directeur général de l'aménagement, du développement ou son représentant. Un tiers de maître d'œuvre qui pourrait être d'une part un architecte du CAUE et 3 architectes membres de l'ordre des architectes, plus l'architecte en chef des monuments historiques, M. Pierre Bortoloussi. Et enfin, 2 membres avec voix consultative, le comptable public du département ou son représentant, le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant. Quant au choix des entreprises, pour la dévolution des travaux, il est proposé de recourir à un appel d'offres ouvert en entreprise générale qui nous est apparu le plus opportun. En conséquence de quoi, je vous propose de lancer la réalisation des études en vue de la réhabilitation de la halle Oblé, conformément à l'autorisation de programme de 1 500 000 € inscrit au budget primitif 2007, d'approuver dans leurs principes les éléments de programmation du projet, de retenir pour le choix du concepteur maître d'œuvre la procédure négociée, de désigner comme membre du jury appelé à émettre un avis sur la liste des candidats admis à participer à la phase de négociation, c'est-à-dire Monsieur le Président du Conseil général représenté par Serge Leb, conseiller général délégué, président du jury, les conseillers généraux suivants, donc Robert Chabot, Maurice Battu, Alain Bresson, Michel Girard, Dominique Boss, avec leurs suppléants Alain Brochet, Alain Escure, Christophe Serre, Bernard Lescure et Gilles Battu. De donner délégation à la commission permanente du Conseil général pour le choix définitif de l'équipe lauréate, d'autoriser, sous réserve du vote ultérieur des crédits nécessaires à la réalisation du projet, le recours à l'appel d'offres ouvert en entreprise générale, d'autoriser le président du Conseil général à indemniser les participants au jury si la demande en est faite, à solliciter toute subvention pour ce projet et signer les conventions relatives à ces subventions, à prendre toute décision relative à la maîtrise d'ouvrage de l'opération, à engager les procédures de consultation des différents organismes appelés à intervenir sur l'opération et, au terme des procédures engagées, à signer les marchés d'études, de maîtrise d'œuvre, de travaux et de tous autres marchés nécessaires à la réalisation du projet, et enfin signer toute demande d'autorisation administrative prévue par le Code de l'urbanisme et à signer toute résiliation éventuelle de marché, de services ou des travaux. Bien, alors il y a un complément donc de présentation maintenant qui va se faire à l'écran, c'est ça, M. Lèbre? Oui, tout à l'heure. Et puis je vous redonne la parole après. Bien, alors je laisse le soin maintenant aux responsables administratifs et techniques de présenter le projet. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers généraux, alors tout d'abord un petit visuel de quelques dizaines de secondes qui vous permet d'apprécier le bâtiment dans sa volumétrie extérieure et également dans sa volumétrie intérieure. Donc bâtiment, je rappelle, situé à l'angle des rues Balinvilliers et rue Joffre à Clermont-Ferrand. Donc petit problème logistique avec le micro. Voilà. Donc le petit visuel vous permettra de mieux vous représenter le scénario que je vais vous présenter maintenant. Donc le scénario a été établi au stade de l'étude de programmation. Donc il a essentiellement pour but de matérialiser la distribution intérieure des espaces fonctionnels de l'établissement, sachant qu'une définition technique bien évidemment plus précise devra avoir lieu au cours de l'étude de programmation qui va se poursuivre sur les prochaines semaines. Donc, avant d'aborder les plans du scénario, je vous rappelle simplement que le scénario qui vous est présenté résulte de la prise en compte des besoins et des contraintes liées à ce projet. Les besoins et les contraintes se sont développés suivant 4 axes principaux. Le premier axe est bien évidemment l'axe fonctionnel, qui est l'intégration des différents besoins formulés par les acteurs, notamment culturels, associés et sous la directive de la Direction générale du développement. Le deuxième axe est bien évidemment, compte tenu de la spécificité de ce bâtiment, qui est un bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, donc c'est l'axe patrimonial,
pour lequel nous avons eu le concours du cabinet Graal et bien évidemment de la DRAC qui nous a accompagnés sur une bonne partie du début de cette étude, avec une des contraintes majeures qui nous a été fixée d'emblée sur ce projet, c'est la préservation de la volumétrie globale actuelle, telle qu'on peut la voir ici, avec ce bâtiment donc de forme de base carrée d'environ 35 mètres de côté, construit au XVIIIe siècle, en 1775, et surélevé dès le début du XVIIIe siècle, on le verra mieux sur l'autre vue, par cette charpente qu'on voit ici, avec ses cintres au dernier niveau. Le troisième axe est un axe technique et réglementaire, puisque nous créons ici un ERP, établissement recevant du public, avec l'ensemble de la réglementation qui s'applique pour la constitution et création d'un tel bâtiment. Et bien évidemment, un dernier axe, qui est l'axe financier, puisque l'objectif du coût global de l'opération qui nous a été fixé est à 10 millions d'euros TTC, comme il a été déjà évoqué. Donc je commencerai pour vous présenter le projet par une coupe. Donc c'est une coupe d'axe nord-sud, sachant que la coupe, puisque le bâtiment est carré, d'axe est-ouest est très très similaire. La coupe permet de parfaitement visualiser donc, le plancher du premier niveau avec ces fameuses voûtes. On y repère également... Alors, je vais essayer de... Donc on y repère parfaitement aussi donc, la partie initiale du bâtiment qui est sur cette base carrée avec ses deux côtés, et la surélévation intérieure. Donc, un des points forts du projet, c'est tout d'abord de réaffirmer le caractère néoclassique de ce bâtiment. Donc ça a été un des points de discussion forts avec la DRAC, et je pense qu'en ce sens, le scénario proposé y répond assez fidèlement. Et sur le plan de la conception de ce scénario, nous avons souhaité créer ce qu'on appelle, nous, un puits de lumière, ici, mais qui est en fait la création d'un axe vertical sur ce bâtiment qui a plutôt des axes horizontaux aujourd'hui. Donc, axe vertical qui permettra d'amener de la lumière dans la cour carrée intérieure, avec des planchers qui vont être plus ou moins évidés, soit par démolition partielle, soit par démolition totale. Donc ça également, c'était un vœu de la DRAC de supprimer quelques planchers pour retrouver dans ce bâtiment les volumétries initiales. Donc première planche de ce scénario, le sous-sol, où cette fois-ci on devine parfaitement donc, cette fameuse base carrée, avec sur les locaux actuels la redistribution du programme avec essentiellement des locaux de service et des locaux techniques. Donc on y retrouverait, à ce stade du scénario, nous y avons placé donc, notamment la chaufferie, un local de réception qui est directement accessible depuis la rue du Bréchet, des circulations verticales pour rejoindre le rez-de-chaussée, un monte charge pour desservir l'ensemble des locaux techniques, et éventuellement, ce que nous avons appelé ici surface complémentaire, une surface qui pourrait être créée pour des locaux techniques par excavation entre deux locaux existants actuellement. Donc sur le plan technique, a priori, pas trop de difficultés, notamment vis-à-vis de la stabilité du bâtiment. Voilà. La seconde planche, la planche essentielle du rez-de-chaussée, avec l'accès principal de l'établissement depuis la rue Ballainvilliers, qui permet au public notamment d'arriver directement dans l'espace voûté du hall où la totalité de la hauteur sous plafond sera restituée, tel qu'on a pu le voir sur la coupe avec donc la voûte qui va être découverte. Sur ce plan du rez-de-chaussée, pour simplifier la présentation, donc on a en fait ici, sur les trois façades principales, des espaces d'exposition. Le
Le bâtiment sera restitué sur la totalité de ses volumes de rez-de-chaussée ici pour les expositions, avec cette particularité sur la façade de la rue du Bréchet de pouvoir déployer des gradins escamotables et mobiles avec l'ensemble des accessoires nécessaires au fonctionnement de cet équipement, c'est-à-dire de l'espace scénique et bien évidemment un escalier de secours qui sera, lui, également mobile, qu'on pourra enlever selon le besoin de la salle. Ça veut dire que si l'on souhaite avoir recours aux gradins pour des présentations ou des diffusions de spectacles ou de films, on peut tout à fait les mettre en place, avec un système de cloison ici amovible qui permettra d'isoler par rapport aux espaces de hall et d'exposition. Et à loisir, en repliant l'ensemble des espaces qui pourront venir se loger dans cette zone ici, on pourra dégager la totalité des espaces d'exposition pour en bénéficier pleinement. À l'arrière du bâtiment, on retrouve des espaces plutôt de service, avec les ateliers de maintenance et d'exposition, les équipements sanitaires nécessaires au fonctionnement de l'établissement, des escaliers de secours qui nous sont imposés, qui n'existent pas actuellement, qui nous sont imposés par la réglementation incendie, et des loges qui permettent de travailler avec la salle lorsqu'elle est en disposition scénique. On s'aperçoit sur ce plan, donc on bénéficie sur ce bâtiment d'axes horizontaux, de circulations horizontales, dans les deux sens, sur l'axe nord-sud et sur l'axe surtout est-ouest, qui recoupe au centre donc, la cour intérieure, qui sera donc mise en scène et mise en lumière par le puits de lumière. Et on pourra y créer donc, un espace, ce qu'on a appelé aujourd'hui de débat, de convivialité, au centre duquel on aura un ascenseur qui desservira la totalité des niveaux supérieurs. Et bien évidemment, la mise en valeur des 4 escaliers monumentaux qui aujourd'hui sont cloisonnés pour la moitié d'entre eux, et qui seront totalement libérés de toutes ces contraintes de cloisonnement dans le cadre du projet. On retrouve derrière également, j'en ai pas parlé, l'accès de service à l'arrière et les issues de secours sur le parvis de la rue d'Enfer. Au niveau de l'entresol, donc une grande partie des planchers existants seront démolis pour avoir ce vide sur rez-de-chaussée qui bénéficie aux espaces d'exposition et à la partie donc, sur gradin. On y conservera un minimum de planchers avec des locaux plutôt de service, avec une salle de réunion dans la partie nord, très probablement une création de parcelles ici à l'arrière du carré central pour desservir l'ascenseur et faire la liaison entre la salle de réunion, les escaliers de secours et la régie qui sera au-dessus des loges, qui sera une régie également déportée pour qu'on puisse travailler avec les gradins lorsqu'il y a un spectacle qui est présenté. Un des principaux niveaux de l'établissement, c'est le niveau du premier étage, donc conservé quasiment en totalité sur sa superficie actuelle. On y trouve notamment donc, les ateliers pluridisciplinaires qui seront modulables, donc par entité d'environ 50 mètres carrés qui pourront être modulés selon le besoin des utilisateurs au cours du fonctionnement de l'établissement, avec des espaces annexes donc d'exploitation pour du rangement, pour de la préparation d'intervention. On y retrouve toujours les escaliers de secours. Et sur la façade opposée qui donne sur la rue Joffre, les 3 pôles stratégiques qui seront positionnés sur cette façade, avec le pôle animation-médiation, le pôle création-diffusion et le pôle soutien et promotion. Bien évidemment, les locaux de l'administration générale qui permettent de faire fonctionner cet établissement. Dans la partie centrale, sur une petite partie donc, du plancher qui sera conservé, on y trouvera un centre de ressources nécessaire au fonctionnement de l'établissement, desservi bien évidemment par l'ascenseur, et ce qu'on a appelé aujourd'hui carrefour de convivialité, qui en temps normal servira au fonctionnement spécifique de l'établissement, mais qui a dû être conservé également pour des raisons de sécurité incendie et de maintien des issues de secours pour aller jusqu'aux escaliers de secours.
on a matérialisé également des espaces sanitaires pour que l'établissement puisse fonctionner également correctement. Sur le deuxième niveau, donc dernier niveau existant, un plancher qui devra très probablement être totalement repris par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. On y a matérialisé, à la demande des utilisateurs, donc la résidence d'artistes, qui sera desservie donc par l'ascenseur et qui sera à proximité des ateliers, de manière à ce qu'il y ait un fonctionnement de proximité tout à fait facile. Et enfin, je ne l'ai pas ici, je vais le trouver. Alors, je reviens sur la coupe. Je vais l'évoquer à partir de la coupe. Voilà. Sur le dernier niveau, donc c'est un niveau qui n'existe pas aujourd'hui. On l'a intitulé ici plancher complémentaire au belvédère. C'est un belvédère. Donc c'est un niveau pour l'instant qui est complémentaire puisque dans l'enveloppe financière, il n'est pas pour l'instant pris en compte. Selon les estimations qui nous sont formulées aujourd'hui, on ne peut pas le prendre en compte pour l'instant. Ce serait un belvédère qui serait positionné juste en dessous des cintres supérieurs de l'extension, de manière à avoir une vue sur les 4 côtés du bâtiment qui permet de visualiser les abords immédiats de Clermont-Ferrand depuis ce belvédère. Donc, chose qui n'existe pas aujourd'hui et que nous avons trouvé intéressante de placer juste sous le puits de lumière qui serait créé, alors qui serait partiel ou total. Ça, c'est un détail qui reste encore à voir avec les services de la DRAC notamment, et qui permettrait d'avoir une vue globale sur le puits de lumière jusqu'en niveau inférieur. Voilà pour cette présentation. Bien, merci. Merci, M. Guy-Borel. Je vais redonner la parole à Serge Lèbre et ensuite nous attendons la discussion sur le rapport. M. Lèbre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, quelques précisions complémentaires concernant cette présente délibération. Vous le savez, il va y avoir bientôt 11 ans que la halle au blé se meurt, en plein cœur de la capitale de notre département. Ça fait 11 ans que ce bâtiment exceptionnel du XVIIIe siècle est ballotté, oublié, méprisé entre les uns et les autres. 11 ans que les promoteurs privés ont été les seuls d'ailleurs à s'intéresser vraiment, puis à rôder autour de lui, pour s'accaparer ce beau bâtiment néoclassique, unique en son genre à Clermont-Ferrand. Heureusement, grâce à notre collectivité, la halle au blé sort enfin du purgatoire. Elle va pouvoir renouer avec son histoire et redevenir un lieu central dans la capitale de notre département du Puy-de-Dôme, à la croisée de ses territoires ruraux et urbains. C'est-à-dire un lieu culturel ouvert au public, un lieu citoyen qui relève autant de notre patrimoine commun que de la mémoire collective des Puy-de-Dômois. En effet, Monsieur le Président le rappelait hier, il ne s'agit plus aujourd'hui, je l'espère, aussi, de relancer les débats sur l'opportunité ou non du projet culturel que nous avons l'ambition de réaliser entre les murs de la halle au blé. Nous ne sommes pas de ceux qui se gargarisent d'annonces jamais suivies d'effets. C'est pourquoi nous abordons aujourd'hui les phases décisives du projet qui avance à son rythme, tel qu'en a décidé notre Assemblée lors de ses précédentes délibérations. Ce qui devrait nous conduire à un début des travaux en cours d'année, c'était rappelé tout à l'heure et dans le rapport, de l'année 2011 pour un achèvement prévu en fin d'année 2013. Le rapport qui vous est soumis concerne la présentation des études relatives à la programmation architecturale qui devrait définir, tant au plan patrimonial que fonctionnel, la vocation de notre halle au blé, ce que M. Didier Guy-Borel vient de faire tout à l'heure. C'est-à-dire le scénario architectural qui sera soumis aux candidats à la maîtrise d'œuvre que nous aurons à sélectionner le 15 octobre prochain. Mais avant d'entrer dans le détail de celui-ci, comme vous avez pu le voir, je voudrais rendre hommage à l'implication et au professionnalisme dont les services du Conseil général ont fait preuve dans la conduite de ce dossier très particulier, et souligner notamment la transversalité qui a présidé à leur travail concernant sa mise en œuvre pour y parvenir, et tout particulièrement M. Guy-Borel, Mme Paris du service des bâtiments, Yvan Carvex du service culturel et Philippe Laville du cabinet du président. En effet, à la lecture du rapport, vous avez pu constater à quel point le changement d'interlocuteur interne
entre les services culturels et ceux des bâtiments départementaux s'est opérée dans une continuité tout à fait fructueuse, la déclinaison fonctionnelle du projet s'effectuant en concertation permanente avec les besoins exprimés par les futurs utilisateurs de la halle au blé. Il s'est agi, pour les uns comme pour les autres, d'une affaire de conviction dans une démarche qui les a vraiment enthousiasmés à plus d'un titre, j'en témoigne, tout au long du processus d'élaboration du projet qui vous est présenté. Nous avons toujours eu présent à l'esprit, vous le savez, un double postulat. Mettre en place un outil culturel utile à l'ensemble des territoires et des populations du Puy-de-Dôme, sans aucune exception, tout en réussissant du même coup une belle requalification patrimoniale de notre halle au blé. Pour cela, jour après jour, toutes les garanties de faisabilité ont été prises, que ce soit auprès des instances culturelles de l'État, des techniciens spécialisés ou des conducteurs d'opérations. C'est pourquoi ce projet incarne dorénavant un défi à la juste mesure de notre collectivité, tous les intervenants concernés l'ayant estimé parfaitement adéquate et réaliste. Avec pour preuve, entre autres exemples, le souci qui a toujours été le nôtre d'ajuster en permanence l'ambition de ce futur pôle culturel aux perspectives budgétaires qui contraignent aujourd'hui le département. À tel point, et n'en déplaise aux sceptiques et aux détracteurs de tout poil, dont le nombre d'ailleurs se réduit comme peau de chagrin, je me plais à livrer à votre réflexion le fait que pendant la période de tension qui a vu le jour entre le Conseil général et certains de nos partenaires culturels départementaux pendant le restant mois de juin, pas un seul, je dis bien pas un seul d'entre eux, n'a mis en cause le bien-fondé de la réalisation d'un pôle culturel à la halle au blé, y compris ceux qui étaient les plus virulents, ce qui n'est pas rien. Ce projet est en effet ni grandiose ni malvenu. S'il est ambitieux par de nombreux aspects, il reste parfaitement dimensionné aux besoins d'une population puydômoise, particulièrement hétérogène dans ses choix et ses pratiques culturelles. Toutefois, je l'ai déjà dit en conférence de presse, lors d'une précédente visite de la halle au blé, si dans un premier temps, nous ne pourrons déployer toute la voilure dont le bâtiment sera doté, pour les raisons financières que vous savez, il nous appartient de prévoir dès à présent les bases nécessaires à son développement ultérieur. Ainsi, dès que les vents économiques et financiers seront devenus plus favorables, nous pourrons déployer ces voiles dans toute leur ampleur. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci Serge Lèbre. Donc, je vais maintenant donner la parole à ceux qui souhaitent intervenir, en commençant par Monsieur Boyer. Oui, merci, Monsieur le Président. On a beaucoup apprécié le lyrisme de notre collègue Serge Lèbre. Alors, c'est vrai que ce projet présenté, comme il est présenté là, sur grand écran, en 3D, peut paraître attrayant, mais le prix aussi est en 3D. Parce que lorsqu'on y regarde bien, si on inclut le coût d'acquisition du bâtiment, les travaux qui sont prévus, on va sur un projet qui va avoisiner les 12 millions d'euros. Pour une superficie de 3000 m², si je compte bien, on est aux alentours de 4000 € le mètre carré. C'est en gros plus de 3 fois plus cher au mètre carré qu'une caserne de sapeurs-pompiers. Monsieur le Président, vous savez de quoi je parle. Donc, je ne sais pas, mais il y a, je crois, dans la période dans laquelle nous vivons, il y a certainement des choix qui seraient plus judicieux en termes d'investissement et d'investissement de cette envergure. Le deuxième point, c'est qu'il paraît quand même difficile de justifier des baisses substantielles de crédits et de subventions aux associations de ce département, baisse de crédit au niveau de la DALD, baisse de crédit au niveau des organismes culturels, paraît-il prochainement baisse de crédit vers les écoles de musique de nos territoires ruraux. On en attend la confirmation. Donc, c'est vrai que lorsqu'on veut engager des investissements de cette envergure et que de notre côté, on sabre les crédits aux associations et aux
personnes bénévoles de nos territoires qui participent à l'animation, c'est vrai que c'est difficile à justifier. Je crois que vous aurez beaucoup de mal à le justifier. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est que vous avez inclus dans le jury, vous avez inclus, si je comprends bien, la commission d'appel d'offres. Or, nous ne souhaitons pas, au niveau du groupe, participer à ce jury. Par conséquent, nos collègues Alain Bresson et Christophe Serre ne participeront pas au jury. En conclusion, ce que je voudrais vous dire, Monsieur le Vice-président, vous avez dit tout à l'heure que ce projet n'était ni grandiose ni malvenu. Ben, nous pensons bien au contraire que ce projet est grandiose et qu'il est malvenu. Monsieur Muller. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais peut-être me répéter avec mon camarade Jean-Marc Boyer, mais absolument. Mon compagnon, si vous préférez, mais vous dénoncez, il est vrai... Personne n'a le monopole du vocabulaire. Allez. Absolument. Il est vrai que vous dénoncez très régulièrement un soi-disant désengagement de l'État et la rigueur budgétaire qui, à vos yeux, en découlerait et qui s'imposerait à notre collectivité. Mais aujourd'hui, je suis conscient qu'un certain nombre de puits de mois vous font part de leurs interrogations quant au contexte dans lequel nous évoluons, mais ils s'adressent aussi bien souvent à nous, élus de l'opposition, et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que notre collectivité tienne un double langage, à la fois dénonce une dette qu'aurait soi-disant l'État envers notre collectivité. Laissez parler, M. Muller. S'il vous plaît. Vous aurez la parole. Ils ne comprennent pas, comme l'a très justement rappelé Jean-Marc Boyer, le désengagement de notre collectivité envers les associations qui animent culturellement notre territoire, à travers la DALD. Ils ne comprennent pas la baisse ou la suppression de certaines fiches, je pense notamment aux investissements au niveau des structures musicales. Ils se posent beaucoup de questions également face à des rumeurs. Alors je sais bien qu'il faut bien souvent se méfier des rumeurs, mais quand celles-ci sont relayées par vos propres services, par les services du département, et qui envisageraient une très probable réduction de 30% des crédits en direction du fonctionnement des écoles de musique dans les années à venir, alors que celles-ci ont été créées sous l'impulsion de Pierre-Joël Bonté et de Michel André, et que l'on a incité ces écoles de musique, bien souvent structures associatives, à professionnaliser leurs interventions et, du coup, à faire exploser les budgets de fonctionnement, aujourd'hui, une telle réduction serait tout simplement les condamner à mort. Alors aujourd'hui, solennellement, pouvez-vous nous assurer, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Conseiller général délégué, qu'un tel investissement de 10, on sait très bien qu'il montera jusqu'à 12 millions d'euros dans les années à venir, ne se fera pas au détriment des autres politiques mises en place par le Conseil général en direction de la culture et en direction de l'ensemble de nos territoires. Solennellement, absolument. Enfin, je voudrais conclure de manière un petit peu plus poétique, puisque là aussi Serge Lèbre n'a pas le monopole du phrasé littéraire dans cette assemblée. Et bien que je sois sensible, en ma qualité de boulanger, à l'attention que vous portez au blé, faites en sorte que ce blé, dont les Puy-de-Dômois vous ont confié la gestion, soit planté de manière harmonieuse sur l'ensemble de notre territoire et fructifie dans les mois prochains, prémisse à de futures bonnes moissons. Et ne soit pas concentré sur un même lieu, à l'instar des spéculateurs d'aujourd'hui, seuls responsables de la hausse injustifiée du cours des matières premières. Je vous remercie. Monsieur Pourchon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour ce qui nous concerne, nous ne ferons pas dans la poésie dans l'instant même. Nous vous demandons simplement, comme il est de droit, une suspension de séance d'un quart d'heure. Bien, elle est de droit. Suspension de séance, on peut peut-être en profiter pour faire une réunion du groupe majoritaire. Donc, nous reprenons à 9h45, un petit peu avant. 9h45 au plus tard. Merci. Nous reprenons la séance. Bien, le quorum est atteint.
Oui. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bien, le quorum étant atteint, nous reprenons les travaux. Je donne la parole à M. Pourchon qui l'avait demandé. M. Pourchon, vous avez la parole. Ah non, non, j'ai pas... Non, j'avais pas appuyé. Bien, M. Pourchon, vous avez la parole. Ah, non, c'est M. Tixier? C'est Luc Tixier. Ah, pardon, excusez-moi. M. Tixier, vous avez la parole. Bien, merci, Monsieur le Président. Je vais, en m'exprimant, malheureusement, redire un petit peu ce que j'avais dit il y a de cela quelques mois, lorsque, pour la première fois, le rapport avait été présenté devant notre Assemblée. À savoir que notre groupe, le groupe socialiste et républicain, est tout à fait d'accord à reconnaître, comme l'a fait Serge Lèbre, l'intérêt architectural du bâtiment, un beau bâtiment d'architecture néoclassique qui est la parfaite illustration de ce qu'a été la politique des physiocrates. Et il me semble que Michel Charasse avait rappelé le rôle joué par ce bâtiment au moment de la Révolution française. Par conséquent, on est tous d'accord à lui reconnaître une valeur patrimoniale indéniable. Cela étant, la question que nous posons est la suivante. Est-il opportun d'aménager un centre culturel à l'intérieur, compte tenu du contexte politique, économique, social dans lequel nous nous trouvons? Première interrogation, et je reprendrai ce que j'avais dit précédemment, à savoir que je crois que la situation économique dans laquelle se trouve notre département, même s'il a été peut-être un peu plus épargné que d'autres départements du territoire national, je crois qu'il y a indéniablement des inquiétudes, indéniablement le contexte économique, le contexte social est préoccupant et par conséquent, il faut peut-être que nous soyons particulièrement prudents et vigilants quant à nos engagements financiers. Ensuite, il y a le contexte politique. Je crois que tout le monde s'accorde à dire et à dénoncer que les collectivités, et la nôtre en particulier, va devoir dans les années à venir faire face à des difficultés budgétaires. Nous savons pertinemment que la suppression de la taxe professionnelle va avoir des conséquences graves quant à nos marges de manœuvre financières et que par conséquent, on peut s'interroger sur l'opportunité qu'il y a à engager des dépenses à hauteur de 10 à 12 millions d'euros. Il y a enfin, un dernier point sur lequel notre groupe est quelque peu inquiet, c'est celui de la clause de compétence générale. Je crois que si aujourd'hui nous nous engagions dans une voie comme celle-ci, cela voudrait dire que nous aurions la certitude que le domaine culturel soit une clause de compétence qui soit maintenue à notre collectivité. Or, au jour d'aujourd'hui, on peut s'interroger et on pourrait, à la limite, se trouver dans une situation quelque peu paradoxale, celle dans laquelle nous aurions réalisé un investissement et le fonctionnement du dit investissement pourrait être transféré à une autre collectivité que la nôtre. Tout cela nous amène, Monsieur le Président, à penser que, bien évidemment, même si l'on reconnaît l'acte fort qui consiste à sauver un bâtiment qui est passé de main en main, Serge Lèbre l'a rappelé, même si la dimension patrimoniale du dit bâtiment est indéniable et nous la reconnaissons aussi, on peut s'interroger sur l'opportunité qu'il y a à conduire une telle opération d'un coût aussi élevé. À cela s'ajoute aussi le fait que le monde culturel, je crois, est beaucoup plus, en l'état actuel des choses, dans l'attente d'aide au fonctionnement, plus qu'à un investissement fort et important au niveau départemental. Et d'autre part, il est clair aussi que les crédits qui pourraient être affectés à une telle opération seraient des crédits qui n'iraient pas en direction des communes ou des communautés de communes, qui, rappelons-le, sont toujours demandeurs d'aide de la part du département, parce qu'ils sont eux aussi, du fait du désengagement de l'État, confrontés à des difficultés financières graves et importantes.
Alors, je crois que tout le monde sur cette assemblée, sur les bancs de cette assemblée, dit qu'il faut certainement réduire la voilure financière. Et ce que nous constatons, c'est que cette opération, elle n'est pas de nature à réduire ou à participer à la réduction de la voilure financière. Au contraire, elle nous engage dans des dépenses qui risquent effectivement d'être importantes et dans un contexte que j'appellerais ou que je qualifierais où il y a indéniablement un manque de lisibilité, un manque de visibilité dans l'avenir qui devrait nous amener à plus de, je ne vais pas dire de sagesse, ça serait présomptueux, mais de prudence. Et en tout état de cause, notre groupe souhaiterait que nous nous engagions dans une action que l'on pourrait qualifier de moratoire. Peut-être faut-il assurer le clos et le couvert de ce bâtiment pour en assurer la sauvegarde, mais il est certainement utile aussi d'attendre et voir, avoir une meilleure visibilité dans ce que sera l'avenir des collectivités, les compétences qui pourraient être les nôtres, la fiscalité ou les finances qui seront désormais les nôtres. Et nous pensons que, sauf à ce que ce moratoire soit accordé, nous ne pouvons, nous, approuver ce rapport. Et les conseillers généraux qui siègent à la commission d'appel d'offres ne souhaitent pas, sauf si ce moratoire était accepté, siéger au sein de la commission qui est proposée à la page 33 du rapport. Merci. Alors, d'autres interventions. On n'est pas là pour brider la parole aux gens, mais Monsieur Serre, vous demandez la parole, c'est le troisième, je vous la donne, mais c'est le troisième conseiller général de votre groupe qui demande la parole. Mais allez-y. On est 12 et on connaît des assemblées où les 166 membres de l'opposition demandent tous leurs 5 minutes. Moi, je ne connais pas ces assemblées, j'y siège pas. Hein, pas moi. Mais je voulais apporter également une contribution à ce débat, Monsieur le Président, et je vous remercie de me donner la parole, pour dire que il y a deux pièges dans lesquels nous ne tomberons pas sur ce dossier. C'est de dire qu'un certain nombre de choses ne se font plus à cause du désengagement de l'État. Et ça serait de dire que certains s'opposent à la culture. Alors, je voudrais apporter une illustration pour dire que certaines collectivités du département placent la culture au cœur de leur action. Je pourrais prendre l'exemple d'une communauté de communes située aux périphéries départementales qui, depuis de nombreuses années, agit dans le domaine du développement culturel, en investissement et en fonctionnement, parce qu'il faut bien penser aux deux, avec par exemple la création d'une médiathèque, la mise en réseau de bibliothèques, une politique de lecture publique, une résidence d'artistes qui est en cours de construction, la mise en place d'une saison culturelle qui va voir le jour en 2011 et une étude de programmation pour un équipement communautaire qui serait une salle de spectacle. Je pourrais prendre l'exemple aussi d'une commune qui crée des salles d'exposition culturelle dans un ancien collège qui a fermé il y a quelques années, qui compte des associations culturelles d'exception telles qu'une troupe de théâtre en milieu rural, qui vient de signer une convention pluriannuelle avec un festival de musique classique, qui fait des économies sur certaines dépenses pour dégager des budgets à consacrer à la culture et à la vie locale. Vous l'avez deviné, cette communauté de communes, c'est Saint-Certain, cette commune, c'est celle de Tove, et elles sont en droit à ce moment-là de se demander ce que pourrait leur apporter la future Allaublé telle qu'elle est aujourd'hui définie, alors qu'en parallèle, certaines aides au fonctionnement, Lionel Muller l'a bien démontré, Luc Tixier aussi, et certaines aides à l'investissement du département sont en régression. Alors nous pensons, je pense que ça rejoint un peu l'intervention de Luc Tixier, que sur ce projet, qui a certainement une justification, mais compte tenu du contexte actuel, il est encore temps de dire stop, et que ça risque, s'il voit le jour, alors qu'en parallèle d'autres politiques dans le domaine culturel sont en régression, voient leur crédit régresser, ça risque d'être synonyme d'un projet recentralisateur, alors que sur le territoire, il y a certains projets qui resteront en panne, faute de crédit, et j'insiste, faute de crédit du département. Voilà, il est urgent d'attendre, à notre avis, sur ce projet. Bien, simplement une parenthèse. Vous avez cité un certain nombre de choses qui sont initiées par le secteur géographique sur lequel vous êtes élu et un certain nombre de vos collègues. Moi, je crois qu'on ne peut que féliciter les communes, les communautés de communes qui s'engagent et les associations qui s'engagent là-dedans, mais je voudrais quand même rappeler que c'est toujours avec l'aide du département. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait plus le cas. J'ajoute que sur la musique, je dois vous donner les apaisements que vous souhaitiez. Mais on aura l'occasion d'en reparler sans doute, je vous le dis. Alors, je passe la parole à M. Bravard. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, dans cette Assemblée, en 2006, une belle unanimité
s'est faite pour acheter la halle au blé à la région. Aujourd'hui, dans cette même Assemblée, les mêmes qui ont voté cette acquisition nous expliquent qu'il ne faut rien faire. Pire, ils sous-entendent qu'il faudrait la revendre. Mais la revendre à qui? À des collectivités? Plus aucune collectivité n'a et n'aura les moyens d'acquérir la halle au blé, car toutes sont asphyxiées financièrement par le gouvernement, qui d'année en année leur retire leur autonomie et les recettes de dotation. Or, si aucune des collectivités que la nôtre ne peut assumer la halle au blé, il ne reste que les promoteurs privés. Dans ce cas, faudrait-il leur la vendre? Et à votre avis, en quoi pourrait-elle bien se transformer ce bâtiment? Alors oui, on peut très bien dire que cela n'a pas d'importance. On peut très bien dire que vendre la halle au blé n'est pas grave. On peut très bien dire que la halle au blé est un bâtiment de plus. Or, la halle au blé, c'est tout au contraire un lieu unique, car rares sont clairement les bâtiments emblématiques des constructions du XVIIIe. C'est donc un bâtiment à part, en raison de son histoire et de son architecture. C'est notre patrimoine à tous, le patrimoine commun des Puy-de-Dôme, dont parlait Serge Lèbre. C'est pourquoi notre majorité de gauche s'est engagée à sauver ce bâtiment de la ruine et à le réhabiliter de manière raisonnable, adéquate et globale. Raisonnable car notre souci constant est d'ajuster l'ambition de ce futur pôle culturel à nos possibilités budgétaires. Le projet architectural qui vous est présenté aujourd'hui le prouve. Il s'agit d'un projet réaliste, dimensionné strictement aux besoins. Raisonnable, notre projet pour la halle au blé est également adéquat au sens où il s'agit pour nous de réhabiliter ce bâtiment en respectant et en mettant en valeur ses caractéristiques architecturales exceptionnelles. Je pense notamment à ces 4 escaliers historiques et à ces magnifiques ouvertures qui permettent de donner à la halle au blé cette lumière si particulière de l'intérieur. Raisonnable, adéquate, notre projet pour la halle au blé est enfin global, total. Elle sera le bâtiment symbole de la politique du département en matière culturelle. À l'intérieur, les citoyens, les artistes, les élus et les agents de développement des territoires trouveront des spectacles et des expositions emblématiques de la création culturelle dans le département, des personnes conseils pour les aider à monter, développer et diffuser leurs projets et créations, des espaces de mutualisation et de rencontres avec les autres professionnels et élus du Puy-de-Dôme, des ressources multimédia garantes de la mémoire culturelle de ce département. Croyez-moi, mes chers collègues, les élus ruraux qui, comme moi, portent sur leur territoire une saison culturelle avec une équipe réduite, malgré un bénévolat dévoué et indispensable, sont souvent démunis pour faire le choix de la programmation de leur saison. Nous attendons donc beaucoup de cet outil, qui sera un lieu d'échange indispensable pour que la culture irrigue l'ensemble du département. Vous le voyez, tout le travail fait pour la halle au blé ne vise qu'à une chose, redonner à ce lieu sa fonction initiale, à savoir nourrir et ouvrir des horizons culturels nouveaux au Puy-de-Dôme, des villes et des champs. Pour celles et ceux qui douteraient encore de la valeur d'un tel bâtiment, je leur rappelle pour finir que notre collectivité ouvrira en avant-première les portes de la halle au blé à partir du 8 octobre. Gratuitement pour tous les Puy-de-Dôme pourront ainsi visiter l'intérieur de la halle, découvrir son histoire et son architecture à l'occasion de visites artistiques. Je vous remercie. Bien, merci à notre collègue Michel Bravard. Il n'y a pas d'autres interventions, donc je passe, si vous voulez maintenant, s'il n'y a pas d'autres interventions, je passe la parole à Serge Lèbre, qui est le rapporteur du projet, et ensuite nous passerons au vote. Sauf, si, M. Pénon, 4e intervention de votre groupe. Mais vous pouvez y aller. Président, vous demandez s'il y a d'autres interventions. Donc, non, simplement, je voudrais être sûr que si on fait la halle au blé avec entre 10 et 12 millions d'euros, il n'y aura pas de conséquences sur tout ce qui est donc le financement des organismes culturels. Comme cette année, il y a eu des conséquences, malgré tout, on a restreint des crédits. Je pense aussi aux écoles de musique, parce que là, les inquiétudes, l'autre jour, j'ai participé à une assemblée générale, et on m'a expliqué que les subventions n'étaient pas versées. Donc, on est arrivé presque à décaler de 6 mois le versement des subventions. Si ça se trouve, maintenant, on va verser qu'une année sur 2, peut-être. On ne sait pas. Bon, alors moi, j'aimerais bien être sûr que le fait de financer cet investissement, ça ne va pas réduire l'aide à la DLD, ça ne va pas réduire l'aide à l'école de musique, ça ne va pas réduire les chorales,
les chefs de chœur qu'il faut payer pour maintenir les chorales dans les secteurs ruraux, etc. Donc, parce que les gens, ils s'interrogent. Quand il faut prendre des professeurs de musique pour faire les écoles de musique, eh ben, il faut savoir les règles du jeu au départ de l'année, parce qu'une fois qu'on a contractualisé avec des professeurs, on ne peut pas dire en cours d'année, on va réduire les budgets. Hein. Donc, il faudrait qu'on soit sûr que tous ces postes ne vont pas être amputés de cette décision de 10 et 12 millions d'euros. Bien, je crois avoir répondu tout à l'heure par anticipation sur ces points, pour que tout soit en musique, si j'ose dire. Donc, Monsieur Lèbre, et puis on passera au vote. Merci, Monsieur le Président. Oui, 2 précisions avant de répondre aux questions. Alors, la première concerne justement le cheminement culturel dont il a été question tout à l'heure de la part de notre collègue. En fait, petite rectification, c'est pas le 8 octobre que les choses commencent, mais le 7 octobre, puisque dès le 7 octobre jusqu'au 19 février se dérouleront, vous le savez, à l'intérieur de la Halle au Blé, des voyages artistiques qui permettront à la fois de découvrir ce bâtiment en l'état, tel qu'il est, tel que vous l'avez vu dans la boîte, globalement, qui tournait en boucle, puisqu'il fut au siècle précédent, enfin ce qu'il deviendra grâce à notre projet. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire d'ailleurs à M. Boyer, qui a dû avoir une langue qui a fourché une autre fois, que nous n'avons pas consacré 1 500 000 € sur cet cheminement culturel, contrairement à ce qu'il a annoncé hier. 50 000 € seulement. Bien. Cette visite artistique est placée, vous le savez, sous la haute main à la fois artistique et humoristique de Dominique Touzé, le directeur du Wacam Théâtre, donc, qui est également un excellent spécialiste en la matière et un comédien de très grande qualité. Vous êtes d'ailleurs invité, le 7 octobre, à effectuer la première visite qui aura lieu le jour de l'inauguration. Mais attention, compte tenu du nombre de places limitées, vous le savez, à 18 par chaque visite, il y en aura 2 ce soir-là, il vous est impérativement demandé de vous inscrire au préalable en retournant les cartons prévus à cet effet. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, sachez enfin qu'en février 2011, la commission permanente aura entériné le choix du maître d'œuvre proposé par le jury que vous avez désigné aujourd'hui. Alors, maintenant, pour en arriver aux points qui ont été soulevés, une première chose, je voudrais me livrer un brin de lecture. Écoutez bien. Voilà ce qui est dit. L'agglomération clermontoise a clairement vocation à irriguer le territoire départemental. Parallèlement, les zones rurales, en dépit d'un manque de moyens, aussi bien financiers que techniques, ne manquent certainement pas de ressources humaines qu'il nous faut encourager pour permettre aux nombreuses initiatives locales de se concrétiser. À cette fin, la future Halle au Grain constituera la clé de voûte de l'action culturelle du Conseil général dans ce département, en impulsant son rayonnement, en permettant sa diffusion, en coordonnant ses initiatives locales. Savez-vous d'où j'ai extrait ce texte ? Je l'ai extrait du programme que nos 2 groupes alors réunis ont signé au moment des élections de 2008. C'est le programme sur lequel nous avons été élus et c'est le programme que nous appliquons. Ça, c'était le premier point. Ça, c'était le premier point. Mais je vais répondre aux autres aspects. Rassurez-vous. Attendez, chaque chose en son temps, à chaque jour suffit sa peine. Attendez, Monsieur Lèbre, on a évoqué la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons, et c'est vrai que nous sommes en situation de crise. Mais faut-il pour autant rajouter la crise à la crise ? Eh bien, les autres collectivités ont répondu sur ce point. Et je voudrais vous signaler au passage, pour ceux qui ne lisent pas la presse, que, par exemple, la région Auvergne, pour précisément soutenir l'activité économique, va construire son hôtel de région, et ça dépasse très largement les 11 millions d'euros, que la ville de Clermont rénove son opéra municipal à une hauteur qui sera autour de 12 millions d'euros également, que Clermont Communauté participe avec nous et la région autour de table pour la réalisation du lieu identitaire de la scène nationale sur le site de l'ancienne gare routière, vous le savez, et la réalisation de la grande bibliothèque sur le site de l'Hôtel-Dieu. Et vous voudriez que nous livrions un mémorandum pour ce qui concerne la Halle au Blé. Ça n'est pas vraiment très sérieux. Un moratoire, pardon, excusez-moi.
Un lapsus. Un lapsus. Eh bien non, c'est ici maintenant qu'il faut que nous réalisions cette alloblé. Notre collègue tout à l'heure l'a rappelé, il y a une vraie nécessité. Et puis rien ne nous dit finalement que les temps qui viennent seront infiniment plus favorables pour faire en sorte que cette alloblé se réalise beaucoup plus tard. Moi, vous savez, je fais partie de ceux qui disent un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Le coup est parti, il faut que nous le menions jusqu'au bout. Deuxième confusion, me semble-t-il aussi, vous avez évoqué, certains ont évoqué les crédits de fonctionnement qui auraient obéré les crédits, pardon, que les crédits concernant l'investissement auraient ou obéreraient les crédits de fonctionnement. C'est quand même un peu artificiel. Il n'y a pas de phénomène de vase communicant, vous le savez bien, entre les uns et les autres, aussi directement. Le fonctionnement qui nous a amené, les frais de fonctionnement qui nous ont amené à réduire effectivement les subventions aux organisations culturelles, vous savez parfaitement qu'est-ce qui nous y a contraint, à la fois les dettes de l'État, à la fois la situation économique, etc. Alors que, et nous ne pouvons évidemment pas recourir à l'emprunt dans ce cas-là, alors que pour ce qui concerne la alloblé, il nous est parfaitement possible de recourir à l'emprunt, et de ce point de vue-là, nous sommes quand même un peu plus à l'aise que sur le plan du fonctionnement. Concernant la clause de compétence générale, arrêtons de nous faire peur. Même s'il est vrai que le gouvernement est en train de revenir sur ce qui avait été décidé initialement par les parlementaires, il reste acquis que sur le plan culturel notamment, le droit d'initiative reste acquis pour les collectivités qui pourront librement décider si elles souhaitent conserver cette compétence culturelle. Alors moi, je trouve qu'on se cache un peu derrière, enfin certains se cachent un peu derrière tous ces prétextes-là, qui masquent quelque part des questions d'ego que je trouve assez regrettables, ou des haines un peu irrationnelles, il faut bien le dire, que je trouve tout aussi regrettables, et qui peut-être font perdre de vue l'intérêt général dans le domaine aussi bien culturel que patrimonial. Alors pour conclure, moi je voudrais vous redire une fois encore que notre projet à l'Oblé est judicieusement dimensionné aux besoins de culture des Puy-de-Dôme, c'est-à-dire à l'épanouissement des hommes et des femmes de notre département, quelles que soient leurs conditions sociales, ici et maintenant, pas dans 10, 15, 20 ans. Comme vous avez pu le constater à l'écran, ce sera un bel outil qui leur permettra de s'élever au-dessus d'eux-mêmes, à travers des émotions partagées, des apprentissages de techniques nouvelles, des moments d'ineffable découverte et de tous ces plaisirs ou nécessités de l'esprit qui constituent chacun l'indispensable sel de la vie, que ce soit dans le domaine culturel, social ou citoyen. C'est cela le cœur même de notre projet et c'est la principale raison d'être de notre futur à l'Oblé. Je cite, pour s'opposer au règne de l'inculture et de la vulgarité, pour ne pas dire à celui de la barbarie, comme l'a récemment déclaré avec pertinence le directeur de la scène nationale. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous le dis avec beaucoup de sérénité, mais aussi avec beaucoup de gravité, à l'identique des édiles locaux qui jadis ont laissé raser le premier et superbe théâtre clermontois, tout aux alentours de 1700, puis la maison de Blaise Pascal, un peu plus tard, et plus récemment l'hôpital général, pour ne citer que ces trois exemples, eh bien je vous dis que les éventuels opposants au projet de la Halle-Oblé prendraient une lourde responsabilité devant les Clermontois, devant les Puy-de-Dôme, ainsi que devant l'histoire. Mais je fais confiance à votre sagesse et à votre sens de l'intérêt général, et je sais que chacun, en son âme et conscience, au moment de se prononcer sur les indéniables qualités de ce projet, aura à cœur de gérer également l'image qu'il souhaite donner de lui à la postérité, car, soyons-en bien tous convaincus, celle-ci ne se privera jamais de le faire à notre place, en temps utile. Je vous remercie. Bien. Alors, mes chers collègues, tout le monde a pu s'exprimer. Le rapporteur... Monsieur Pourchon, vous voulez la parole? Non, mais moi, je veux bien, mais on va recommencer un tour. Je vous l'ai donné tout à l'heure, vous ne l'avez pas voulu, c'est M. Tixier
qui est intervenu, c'était très bien. Branchez-vous. Alors, je vous donne la parole, mais je ne veux pas qu'on recommence un débat. Allez, vous avez la parole. Monsieur le Président, il n'est pas question de recommencer le débat. Mais par leurs interventions, notre collègue Michel Bravard et par son intervention, notre collègue Serge Lèbre viennent aussi de nous interpeller. Je souhaite, dans mon intervention, vous présenter la position de vote du groupe socialiste et républicain et vous en donner le détail. Moi, je crois que certains, s'ils ont de bonnes, parfois, lectures, ou s'ils les ont eues il y a quelque temps, je fais référence à notre collègue Serge Lèbre lorsqu'il évoquait le programme des socialistes de 2008. À mon avis, mon cher collègue, vous n'avez pas lu la totalité du programme des socialistes de 2008, pas la totalité. Je vous conseille de le reprendre, où il est évoqué deux points qui jamais n'ont été évoqués dans cette Assemblée. La position très claire des socialistes sur l'incinérateur, premier point, et le deuxième point non négligeable, l'opposition formelle des socialistes de ce département à l'élaboration et à la mise en place du petit train au sommet du Puy-de-Dôme. Si d'aventure cela vous avait échappé, je vous conseille donc de relire cet ouvrage. Je reviens sur le rapport, et considérant que nous n'avons absolument pas été entendus, alors je le dis à mon collègue Michel Bravard, puisque nous n'avons jamais, à aucun moment, affiché la volonté de vendre ce bâtiment. Jamais nous ne l'avons évoqué. Nous n'avons jamais, et pas plus, à aucun moment, manifesté notre opposition formelle à la réhabilitation de ce bâtiment qui est propriété du département. Nous n'avons, par la voix de Luc Tixier, fait que rappeler ce que nous avions déjà dit lors d'une session précédente, que l'urgence aujourd'hui, pour ce qui nous concernait, n'était pas une urgence bâtimentaire dans ce département, mais une urgence culturelle, une urgence sociale, une urgence d'aide à la création, mais pas l'urgence de réhabiliter un bâtiment de manière somptuaire et certainement démesurée, dans une période où l'on ne peut pas dire d'un côté que les finances locales sont au plus mal, que de l'autre côté, en fonction des rapports et des intérêts de chacun, tout va bien. Il faut à un moment faire des choix. Notre choix de socialistes a été de vous proposer de manière raisonnable, mesurée et posée, de mettre entre parenthèses, mes chers collègues, ce projet qui ne relève ni de cette urgence sociale, ni de cette urgence culturelle, mais qui relève, je dirais, d'un retour peut-être à meilleure fortune des collectivités territoriales demain, d'autant plus, je vous le rappelle, que nous naviguons un peu à l'aveuglette, puisque l'on parlait de voilure tout à l'heure, et lorsque je découvre dans ce rapport, comme chacun d'entre nous, que nous n'avons aucun engagement formel de partenaires incontournables tels que Clermont Communauté, et tel que le Conseil régional d'Auvergne en la matière. On ne peut plus maintenant construire, bâtir et structurer des projets de cette envergure, seuls, du haut de notre colline ou du haut de ce plateau clermontois, les collectivités locales, les collectivités territoriales face à la crise que nous traversons, face aux attaques incessantes que le gouvernement mène contre nos collectivités, et nous partageons ces combats, se doivent de travailler de manière conjointe, en partenariat. En conséquence, considérant que nous n'avons pas été entendus sur le moratoire, les socialistes voteront contre ce rapport avec regret, mais avec fermeté. Je vous reprécise, Monsieur le Président, que nos deux collègues Dominique Boss et Gilles Battu, dans ce cadre-là, ne figureront pas au sein de cette commission. Je vous remercie. Bien, alors, Monsieur Boyer demande la parole. Je vous la donne simplement avant de donner la parole. Je voudrais dire à Alexandre Pourchon, simplement rectifier un problème de calendrier. Le projet d'aménagement du Puy-de-Dôme a été voté le 28 janvier 2008. C'était donc avant les élections cantonales auxquelles on faisait allusion. Et deuxième remarque que je veux faire, mais qui n'est pas contradictoire avec ce que certains ont dit, c'est l'occasion pour moi une nouvelle fois de dire que les trois grandes collectivités, comme on a l'habitude de le dire, Clermont Communauté et Clermont, la région et le département travaillent ensemble.
travaillent ensemble puisqu'il y a des réunions régulières de travail. M. Souchon et M. Godard peuvent en témoigner, dans des domaines qui sont variés. Je voudrais rappeler l'intervention du Conseil général sur l'opéra municipal, l'intervention du Conseil général dans les transports en commun, qui va se prolonger par un contrat spécifique de développement sur les transports en commun, 4 millions sur 3 ans, l'engagement qui a été pris par le Conseil général pour la grande bibliothèque, où il faut qu'on revoie puisque le projet a changé, l'engagement pour l'école d'architecture, j'en passe et des meilleurs. Quant à la région, nous sommes à ses côtés pour toutes les politiques de nouvelles technologies de communication et d'information. Sur la téléphonie mobile, nous avons été les principaux partenaires financiers. Sur l'école de la deuxième chance, contrairement à ce qui se dit, mais je ne dis pas que ce sont les élus qui le disent, contrairement au bruit qu'on voudrait faire courir, il y a un travail régulier, et ça n'a jamais été le cas dans une histoire récente, mais en tout cas depuis quelques années, il y a un travail régulier qui se fait entre Clermont et son agglomération, le Conseil général et la région Auvergne. J'ajoute que c'est en 2005 et pas avant que nous avons initié un contrat de développement pour l'agglomération clermontoise et que nous avons renouvelé ce contrat l'année dernière au mois de juillet. Il y a donc un partenariat qui existe, c'est une réalité que chacun peut voir dans les documents, mais aussi sur les réalisations. Nous entendons poursuivre ce partenariat au-delà de ce qui peut être dit ici ou là. Parce qu'au bout du compte, les citoyens de ce département, qu'ils soient de Clermont, qu'ils ne soient pas à Clermont, sont aussi des citoyens qui contribuent financièrement, précisément, à chacune des collectivités locales. Et il est normal qu'il y ait une synergie entre les collectivités locales. Monsieur Boyer. Oui, Monsieur le Président. Juste une précision concernant les chiffres quand même. Lorsque j'ai dit hier qu'il y avait une autorisation de programme d'1,5 million je lis dans le rapport qu'il y a eu une autorisation de programme d'1,5 million inscrite déjà au budget afin de couvrir la majeure partie des dépenses pour les études qui devaient se dérouler avant la fin de l'année 2011. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans le rapport. Vous avez, excusez-moi, vous avez ajouté dans la foulée, je m'en souviens très très bien, et vous avez ajouté pour le cheminement culturel, ce qui est évidemment faux. Oui, mais enfin bon, cheminement culturel ou pas, moi c'est le total de l'opération que je regarde, et avec l'acquisition du bâtiment, on sera bien aux alentours de 12 millions d'euros. Bon, je voudrais quand même préciser aussi que nous n'avons jamais proposé de raser la halle au blé, comme vous venez de le dire tout à l'heure. C'est pas ce que nous proposons de raser la halle au blé. Le bâtiment, il existe. Il y a certainement des choses à faire dedans, mais certainement pas de cette envergure, certainement pas comme vous l'avez prévu. C'est pour ça que nous prenons cette position. La dernière question que je voudrais vous poser, j'ai bien entendu Alexandre Pourchon tout à l'heure, qui n'a pas voté les opérations du train à crémaillère, qui ne va pas voter le dossier de la halle au blé. La question que je voudrais vous poser, à vous tous, est-ce que vous aurez le même programme commun en 2011 ? Est-ce que vous allez pouvoir continuer cette imposture vers les habitants du département ? Mais c'est pas possible. Monsieur Boyer, vous inquiétez pas pour ça. Chacun doit balayer devant sa porte, me semble-t-il. Chacun doit balayer devant sa porte. Mais je voudrais que nous revenions à la halle au blé, puisque toutes les interventions ont eu lieu. Nous allons passer au vote. Alors, je mets au vote le projet. Qui s'abstient ? Abstention de Claudine Lafaille, donc qui a donné pouvoir à Yves-Serge Croze. Donc abstention de Madame Lafaille. Pas d'autre abstention. Vote contre. Donc les deux groupes. Vote pour les autres groupes. Donc le projet est adopté. Je vous remercie. Nous passons à la suite de la deuxième commission. Je donne la parole à Pierrette Ray. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit tout d'abord du rapport 202 qui a trait aux dotations initiales de fonctionnement.